Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur l'accessibilité en matière de séduction. La logique voudrait qu'on manifeste de l'intérêt, qu'on se rende disponible et qu'on exprime clairement ses intentions pour plaire à quelqu'un. Pourtant, la psychologie humaine ne fonctionne pas selon la logique, mais selon le désir. Et si je vous disais que la manière la plus rapide d'éveiller une obsession chez quelqu'un n'est pas de lui dire « je t'aime », mais de le regarder intensément dans les yeux et de murmurer « quel dommage que ça ne puisse jamais marcher entre nous ». Cela semble contradictoire, presque autodestructeur, n'est-ce pas? Mais à cet instant précis, vous activez l'un des interrupteurs les plus puissants et dangereux de l'esprit humain. Vous transformez une simple attirance en défi. Vous devenez le fruit défendu. Réfléchissez un instant. Pourquoi Ève a-t-elle croqué la pomme? Pas par faim, mais parce qu'on lui avait formellement interdit de le faire. L'interdiction n'a pas diminué son désir. Elle l'a créé. En séduction, c'est exactement la même chose. Nous sommes submergés de oui. Les réseaux sociaux sont une compétition incessante pour savoir qui se montre le plus disponible, qui aime le plus vite, qui répond le premier. Et au milieu de ce bruit, celui ou celle qui ose suggérer un non devient soudain magnétique. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des techniques de flirt classiques, mais d'une séduction inversée. Nous allons explorer pourquoi votre cœur bat plus fort face à un obstacle et pourquoi la phrase « nous ne devrions pas » est infiniment plus séduisante que « j'aimerais ». Ce que vous allez découvrir, c'est comment utiliser une résistance stratégique, non pas pour repousser quelqu'un, mais pour le défier au point qu'il remue ciel et terre pour prouver que vous valez la peine de briser les règles. Car au fond, nous ne tombons pas amoureux de ce qui est facile. Nous devenons obsédés par ce qui semble inaccessible. Cette idée va à l'encontre de notre culture de la gratification instantanée. Nous sommes conditionnés à chercher une validation immédiate, à collectionner les matchs comme des cartes à échanger et à interpréter le moindre obstacle comme une incompatibilité. Pourtant, l'attraction véritable, celle qui dure, naît rarement de la commodité. Elle naît de la tension. Ce phénomène s'appelle la réactance psychologique. Ce terme, introduit dans les années 1960 par le psychologue Jack Brem, repose sur une idée simple mais puissante. Lorsqu'on prive une personne d'une option ou d'un comportement, son désir ne s'éteint pas, il se décuple. Ce n'est pas de la logique, mais un instinct de préservation de sa propre liberté. Quand vous dites « nous ne devrions pas », vous ne fermez pas la porte. Vous déclenchez une alarme dans le cerveau de l'autre qui hurle « on me prive de ma liberté de te choisir ». Immédiatement, cette personne ressent le besoin de récupérer cette liberté. Comment? En cherchant à obtenir ce qui lui semble interdit. Regardons le monde des rencontres aujourd'hui. La plupart des interactions sont prévisibles. L'intérêt est affiché ouvertement. La disponibilité est sans limite. Cela conduit à un faible investissement émotionnel. Quand tout le monde est accessible, personne n'a de valeur particulière. Dans ce contexte, l'effet du fruit défendu est une bombe émotionnelle, car il brise radicalement le schéma de la prévisibilité. Mais attention, voici le premier avertissement crucial. Il y a une frontière très fine entre un défi séduisant et un rejet hostile. Si vous vous y prenez mal, la personne s'éloigne. Si vous le faites bien, elle cesse de vous voir comme une option parmi d'autres et commence à vous considérer comme une mission à accomplir. Je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin de cette analyse, vous comprendrez la différence entre ces deux scénarios. Je ne vais pas vous donner des phrases toutes faites à répéter comme un perroquet. Je vais vous expliquer le mécanisme précis pour calibrer votre communication afin que vous cessiez d'être celui ou celle qui attend d'être choisi pour devenir celui ou celle qui lance le défi. Vous apprendrez à transformer la certitude en mystère et un intérêt passager en fixation. Pour comprendre pourquoi l'effet du fruit défendu fonctionne avec une précision redoutable, il faut d'abord plonger dans la réalité brutale de la psychologie moderne de l'attraction, en particulier du point de vue des personnes habituées à avoir des options infinies. Nous vivons à l'ère du paradoxe du choix. Les applications de rencontres et les réseaux sociaux ont créé l'illusion d'une abondance illimitée. Quand vous avez accès à un catalogue apparemment infini de personnes, la valeur perçue de chaque individu chute drastiquement. L'attention devient la monnaie la plus précieuse et les gens deviennent extrêmement avares lorsqu'il s'agit de l'investir. Dans cet environnement, la stratégie classique d'être gentil et de montrer de l'intérêt n'est pas seulement inefficace, elle est contre-productive. Prenons le point de vue masculin.
Historiquement et biologiquement, les hommes ont été conditionnés à surmonter des obstacles pour conquérir un partenaire. Dans le monde moderne, cependant, ces obstacles ont presque disparu. L'intérêt est exprimé ouvertement, parfois avec désespoir. La validation est offerte sous forme de likes et de réponses instantanées. Résultat, l'instinct de chasse, ce moteur biologique qui valorise ce qui demande un effort, se retrouve sans carburant. Il n'y a plus rien à chasser quand la proie vient d'elle-même se coucher aux pieds du chasseur. Dans ce contexte, l'attraction meurt d'un excès de facilité. C'est ici qu'entre en jeu le conflit central de notre histoire, la dissonance cognitive. Ce terme technique désigne l'état d'inconfort mental lorsqu'une personne tient simultanément deux croyances contradictoires. En séduction, cette dissonance est comme de la poudre à canon. La plupart des approches cherchent l'harmonie. Je t'aime, tu m'aimes, nous sommes d'accord. Linéaire, prévisible, ennuyeux. Le génie de la séduction inversée réside dans la création délibérée d'un conflit d'idées dans l'esprit de l'autre. La formule est simple, connexion plus barrière. Décomposons cela étape par étape. La première phase est la connexion authentique. C'est essentiel. La technique ne fonctionne pas s'il n'y a pas de réelle alchimie. Vous devez être charmant, spirituel, attentif. Vous devez montrer, sans le dire explicitement, que vous êtes une personne de grande valeur, que vous menez une vie épanouie et que vous appréciez l'interaction. L'autre personne doit penser « Waouh, cette connexion est incroyable. Je me sens à l'aise. Je suis attiré. » Jusqu'à ce point, tout est normal. L'appât est posé et le poisson est fermement accroché. Et c'est précisément au moment où la connexion atteint son apogée que vous introduisez la barrière. Cette barrière n'est pas un mur de glace ni un non cruel. C'est une objection subtile, souvent déguisée en logique ou en préoccupation. Des phrases comme « Je passe un moment incroyable avec toi, vraiment, mais je sais que je te briserai probablement le cœur. Je suis trop compliqué pour quelqu'un comme toi. » Ou encore « Quel dommage que nous soyons si différents. On s'engueulerait dans 2 jours, même si l'alchimie est terriblement forte. » Ou même « Justement parce que je t'apprécie autant, nous ne devrions pas compliquer les choses. Cette connexion est trop précieuse pour la risquer. Analysons l'explosion que vous venez de déclencher dans l'esprit de l'autre personne. Vous avez créé 2 idées opposées qui s'affrontent désormais. Je ressens une forte attirance et une connexion avec elle, réalité émotionnelle. Et elle dit que nous ne pouvons pas être ensemble pour des raisons logiques, barrière imposée. Le cerveau humain déteste cette tension. Il doit la résoudre. Pour dissiper cette dissonance, il faut rejeter l'une des 2 idées. Si la connexion n'était pas assez forte ou si la barrière est trop rigide, la personne choisira la voie la plus simple. Elle a raison, mieux vaut que je m'éloigne. C'est exactement ce qui arrive à ceux qui jouent maladroitement la carte de l'inaccessibilité sans l'ajuster correctement. Ils échouent car ils provoquent un rejet au lieu d'un défi. Mais si vous avez bien calibré la chaleur initiale, l'esprit de l'autre personne refuse d'abandonner la première idée. Je ressens de l'attirance pour elle. La seule manière de résoudre la dissonance est alors d'attaquer la seconde idée. Nous ne pouvons pas être ensemble. Son cerveau passe automatiquement d'un mode passif à un mode de résolution de problèmes. Sa pensée intérieure n'est plus « est-ce que je l'aime assez ?» mais comment lui prouver qu'elle a tort? Comment surmonter l'obstacle qu'elle a posé? Vous avez radicalement inversé la dynamique de pouvoir. Vous cessez d'auditionner pour un rôle et devenez celui qui décide qui est digne. Le conflit n'est plus externe. Va-t-elle m'aimer? Mais interne pour lui. Je dois lui prouver que je suis l'exception à sa règle. C'est le début d'un arc narratif d'obsession. Vous ne lui demandez pas de vous poursuivre. Vous lui donnez une raison logique de le vouloir. Nous avons défini le champ de bataille, la dissonance cognitive. Maintenant, analysons la stratégie d'attaque. Le succès de cette tactique ne repose pas sur la force brute, mais sur une précision chirurgicale. Mal utiliser l'effet du fruit défendu, c'est comme essayer de désamorcer une bombe en coupant le mauvais fil. Le résultat est un désastre immédiat. La plupart des gens confondent le fait d'être un défi avec le fait d'être désagréable. Ils échouent car leur exécution semble froide, distante ou clairement manipulatrice. La véritable maîtrise réside dans l'équilibre de 2 éléments apparemment opposés, ancrer la connexion et se retirer stratégiquement. Décomposons cette tactique centrale que nous appellerons le défi chaleureux.
Le premier élément est l'ancrage. Avant de suggérer l'impossibilité, vous devez vous assurer que l'autre personne se sent exceptionnellement bien avec vous. Il n'y a pas de fruit défendu si personne ne vous perçoit comme désirable. Cela exige de solides compétences sociales, une écoute active, un humour partagé, une validation subtile et surtout une énergie positive et confiante. L'autre personne doit sentir qu'elle peut être pleinement elle-même avec vous, que la conversation coule sans effort. Cet ancrage crée la fondation émotionnelle. La personne pense « Je n'ai pas ressenti une telle connexion avec quelqu'un depuis longtemps ». Vous générez un pic émotionnel. Le second élément, c'est le retrait. Mais pas un retrait physique ou une rupture de communication, plutôt un retrait conceptuel. Au moment précis de la plus forte connexion, vous introduisez l'obstacle. C'est là que la plupart commettent une erreur fatale. Une erreur courante est d'exprimer un rejet direct. « Tu ne m'intéresses pas » ou « Je ne cherche rien ». C'est comme claquer la porte au visage de quelqu'un. Cela met fin à l'interaction et active l'ego, pas l'instinct de chasse. La bonne technique utilise le langage des circonstances. La clé est d'attribuer la raison à des circonstances, au destin ou à votre nature compliquée, et non à un manque d'attirance. Analysons un exemple. Je passe un moment incroyablement agréable avec toi. C'est juste dommage que nous soyons si différents. On finirait par s'entretuer en 2 jours. Regardez la structure. Affirmation positive plus obstacle insurmontable. Cela semble logiquement cohérent. La première partie, je passe un moment incroyablement agréable avec toi, désarme les défenses. La seconde, on finirait par s'entretuer en 2 jours, introduit le conflit. Le ton est crucial. Il doit être livré avec un sourire complice, une pointe de mélancolie ludique, et non avec un sérieux dramatique. Le message sous-jacent n'est pas « va-t'en », mais « convainc-moi que j'ai tort ». C'est à ce moment que les rôles de la poursuite s'inversent. En énonçant l'obstacle, vous privez l'autre personne de tout pouvoir d'évaluation. Elle ne décide plus si elle vous aime. Vous avez déjà décidé pour tous les deux que cela ne fonctionnera pas. Ce faisant, vous lui ôtez la possibilité de vous rejeter. Comment rejeter quelqu'un qui a déjà déclaré la relation impossible? C'est impossible. La seule position de pouvoir qui reste est de réfuter votre prémisse. Son cerveau passe de juge à défenseur de la relation. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que cela touche directement 2 instincts primaires. Le besoin de résoudre des problèmes et l'aversion à la perte. En présentant la connexion comme précieuse mais menacée par un obstacle, vous activez la douleur de la perte potentielle. Les gens valorisent davantage ce qu'ils risquent de perdre que ce qu'ils peuvent facilement gagner. L'autre personne sent qu'elle est sur le point de perdre cette connexion merveilleuse qu'elle vit avec vous. Son impulsion naturelle sera de se battre pour la préserver. Mais il y a un principe fondamental, l'absence évidente de besoin. Cette tactique ne fonctionne que si l'autre personne sent instinctivement que votre bonheur et votre estime de soi ne dépendent pas du résultat de cette interaction. Si elle perçoit ne serait-ce qu'un soupçon d'insécurité ou de désir désespéré d'être poursuivi, la magie s'effondre immédiatement. Une manipulation reconnue engendre de l'aversion. L'absence de besoin se manifeste dans votre langage corporel, dans le rythme de votre vie, dans la manière dont vous vous comportez. C'est la confiance calme de savoir « s'il ne relève pas le défi, tant pis, ma vie sera toujours merveilleuse ». C'est la différence entre un trésor gardé par un dragon redoutable et une voûte vide avec une étiquette difficile à ouvrir. La véritable valeur doit précéder la difficulté perçue. C'est pourquoi cette technique n'est pas pour les débutants en développement personnel. Elle exige une véritable sécurité intérieure. C'est ici que la tension devient délicieusement envoûtante. Vous avez lancé un défi subtil, inverser les rôles. Avez-vous démontré votre détachement? Que se passe-t-il ensuite? L'autre personne va tester vos limites en disant des choses comme « Pourquoi dis-tu cela? Je ne pense pas qu'on soit si différents. » Ou encore « Même si on se disputait, c'est précisément ce qui rendrait les choses excitantes. » Ils ont mordu à l'hameçon. Ils cherchent à résoudre l'énigme que vous leur avez présentée. Mais ce qui suit est encore plus fascinant. Plus ils tentent de démolir la barrière logique que vous avez érigée, plus ils se persuadent eux-mêmes qu'ils veulent être avec vous. C'est un cercle de persuasion autonome. Ils se sont engagés volontairement dans un labyrinthe et chaque tentative de s'en échapper ne fait que les enchevêtrer davantage dans l'idée de vous. Nous touchons ici au cœur de l'ombre, au moteur immobile qui anime le désir humain. Si vous avez suivi le fil jusqu'ici,
Vous avez compris comment créer une dissonance et inverser les rôles. Mais la question cruciale demeure. Pourquoi cette tension est-elle si irrésistiblement attirante? La réponse est une vérité brutale qui heurte toutes les narratives romantiques modernes. La voici. Au début, la séduction n'a presque rien à voir avec la compatibilité, la gentillesse ou la logique. Elle repose entièrement sur la tension narrative. On nous a vendu l'idée que nous cherchons notre moitié, quelqu'un qui nous complète parfaitement, qui est facile, compréhensif et prévisible. Nous recherchons le confort. Mais le désir ne naît pas dans le confort. Le désir naît dans la friction. Ce que nous désirons vraiment, ce n'est pas une personne qui coche toutes les cases d'une liste. Nous désirons une histoire dont nous sommes le héros. En vous positionnant comme un fruit défendu, vous cessez d'être une simple personne. Vous devenez une intrigue, une aventure. Vous n'êtes plus un produit sur une étagère, mais un trésor au bout d'une carte semée d'embûches. Dès lors, tout change. L'autre ne vous perçoit plus sur un plan d'égalité logique. Il joue un jeu que vous avez conçu. Pensez à la psychologie de l'accomplissement. La valeur que nous attribuons à un objet ou à un objectif est proportionnelle à l'effort investi pour l'atteindre. C'est le principe des coûts irrécupérables appliqués aux émotions. Si quelque chose est gratuit, notre cerveau le juge sans valeur. Si cela demande sacrifice, sueur et stratégie, notre cerveau justifie l'investissement en rationalisant que le prix est immensément précieux. En suggérant que vous êtes le fruit défendu, vous accomplissez quelque chose de magistral. Vous donnez à l'autre une mission. Il ne s'agit plus de deux personnes prenant un café. Il s'agit d'un héros prouvant qu'il est digne de briser une règle. Vous parlez directement à leur instinct primal, à l'envie de surmonter un obstacle. Vous leur demandez indirectement « Es-tu différent? Es-tu assez fort, astucieux ou spécial pour gérer cette complexité ?» C'est un piratage direct de l'ego. L'autre ne veut pas seulement vous conquérir, il veut se conquérir lui-même à travers vous. Il veut être celui qui a résolu l'énigme. Quand une personne fait face à une barrière chaleureuse, son monologue intérieur se transforme. L'attraction initiale se mêle à l'adrénaline de la compétition. Chaque interaction gagne en intensité, car chaque mot, chaque geste devient une partie de la stratégie pour percer vos défenses logiques. C'est le climax émotionnel, le moment où l'autre décide intérieurement de relever le défi. À cet instant, sa perception de vous s'élève au-dessus de toutes les options simples. Les options faciles offrent une gratification instantanée, mais aucune signification narrative. Vous proposez quelque chose de bien plus addictif, la promesse d'une victoire qui doit être gagnée par l'effort. L'obsession naît précisément quand l'autre cesse de peser les pour et les contre d'une relation et commence à fantasmer sur le moment où la barrière tombera. L'imagination comble les vides, vous idéalisant. Plus l'accès est difficile, plus le but semble précieux. Vous ne vous vendez pas, vous vendez l'aventure de vous atteindre. L'ironie suprême. Une véritable compatibilité peut émerger de cette lutte initiale. En s'efforçant de comprendre votre complexité et de surmonter vos barrières, l'autre investit tellement de temps et d'énergie mentale que se forme une connexion bien plus profonde qu'à travers une simple conversation sur des goûts musicaux. Ils ont lutté pour vous, donc vous devez en valoir la peine. Le point tournant, le sommet émotionnel, réside dans cette prise de conscience. Vous ne manipulez pas les sentiments. Vous créez un espace que leur désir doit remplir. Et dans le monde de l'attraction humaine, un espace vide bien placé est plus puissant que n'importe quelle déclaration d'amour direct. Nous atteignons le point d'ébullition. Le défi est posé, l'instinct de chasse est activé, et l'autre investit son énergie mentale pour résoudre l'énigme que vous avez présentée. Maintenant, nous arrivons au moment le plus délicat, la résolution. Que faire lorsque la technique fonctionne? Comment gérer la chute de la barrière sans que toute la valeur construite ne s'évapore comme de la fumée? Car si le climax était la création de la tension, la résolution est l'art de dissiper cette tension stratégiquement. Le premier principe est de comprendre le véritable objectif de cette stratégie. Il ne s'agit pas de manipulation ni du simple frisson d'être désiré. Ceux qui utilisent cette méthode pour jouer avec les émotions finissent rapidement dans des relations toxiques et avec un mauvais karma personnel. Le véritable objectif de l'effet du fruit défendu est double. Filtrer et amplifier. Filtrer. Dans un monde saturé d'options et de faible investissement, vous avez besoin d'un mécanisme pour distinguer les curieux des sérieux. Avec un défi chaleureux, vous posez subtilement la question «
À quel point cela compte-t-il pour toi? Les personnes à l'intérêt superficiel, qui ne cherchent qu'une gratification rapide ou ne veulent pas faire d'efforts, abandonnent au premier signe de friction. Cela vous fait gagner du temps. Ceux qui restent et relèvent le défi montrent d'un niveau d'intérêt authentique bien plus élevé. Vous avez filtré les touristes émotionnels. Amplifié. Comme nous l'avons vu au climax, l'effort augmente la valeur perçue. Quand l'autre investit du temps et de l'énergie pour vous déchiffrer et surmonter la barrière, cet investissement même vous rend plus précieux à ses yeux. La résolution ne signifie pas simplement céder. Cela signifie leur offrir une victoire après un combat équitable. Voici maintenant le guide pratique pour la résolution. Que faire et quoi éviter pour atterrir en douceur? À éviter. Les erreurs fatales qui détruisent l'attraction. Évitez la cruauté ou le rejet brutal. La frontière entre mystère séduisant et arrogance repoussante est ténue. Des phrases comme « tu n'es pas mon type » ou « je ne sortirai jamais avec toi » sont définitives et froides. Elles tuent tout espoir. Le fruit défendu ne dit pas « ne me mange pas, je suis pourri », mais plutôt « ne me mange pas, je suis si doux que ce serait dangereux ». La nuance est cruciale. Un rejet froid active l'ego défensif et conduit au retrait. Un défi chaleureux active l'ego offensif et pousse à la poursuite. À éviter également. Ne cédez pas trop vite. C'est l'erreur la plus courante. Vous construisez toute cette tension, l'autre pousse un peu et vous capitulez immédiatement. Tu as raison, oublie ce que j'ai dit, dînons ensemble demain. Cela signale que vos barrières n'étaient pas réelles, juste un bluff. La mystique s'effondre, la tension accumulée se dissipe sans récompense et votre valeur perçue chute. Vous devez maintenir l'idée d'impossibilité jusqu'à ce que l'investissement de l'autre soit tangible. Pensez à un élastique. Plus vous le tendez avant de le relâcher, plus fort est l'effet. Enfin, n'utilisez jamais cette technique par insécurité profonde. Si, au fond, vous vous sentez inférieur et utilisez cette tactique pour rééquilibrer le terrain, vous échouerez. Le détachement doit être authentique. On peut sentir l'insécurité à des kilomètres, même lorsqu'elle se dissimule sous une façade d'arrogance. Si vous dites « je suis bien trop compliqué pour vous », alors que votre langage corporel hurle « ne me laissez pas », cette incohérence ruine votre crédibilité. Ce qu'il faut faire, c'est exécuter avec maîtrise en calibrant une chaleur dans la résistance. Lorsqu'une personne tente de franchir cette barrière en disant « je ne pense pas que nous soyons si différents », il ne faut pas répondre par une logique froide, mais avec chaleur et ambivalence. Souriez et dites « vous êtes très convaincant, mais je pense toujours que ce serait risqué ». Ce faisant, vous maintenez la barrière tout en validant leur effort. Vous reconnaissez leurs tentatives sans céder immédiatement le terrain. Laissez-les résoudre le problème. Votre rôle n'est pas de fournir la solution, mais de présenter l'obstacle. Laissez l'autre personne argumenter sur pourquoi vos différences sont en réalité complémentaires. Car lorsqu'une personne défend une idée, elle se convainc elle-même dans le processus. La reddition graduelle, la récompense, la résolution finale doivent donner l'impression d'une exception réticente, comme si vous alliez contre votre meilleur jugement, convaincu par leur effort, leur charme ou leur intelligence. Le récit doit être « J'étais persuadé que ce n'était pas une bonne idée, mais votre persévérance et votre esprit m'ont fait changer d'avis. Je choisis de prendre ce risque pour vous. » La différence fondamentale est que l'autre n'a pas simplement obtenu votre accord. Il a obtenu l'exception que vous avez décidé de lui accorder. Le résultat de cette résolution contrôlée transforme complètement votre rôle dans la dynamique. Vous n'êtes plus l'option sûre et prévisible, mais la récompense exclusive. L'autre ne se sent pas comme s'il vous avait choisi dans un catalogue, mais comme s'il avait remporté un trophée. Ce sentiment d'accomplissement établit une norme de haute valeur pour toutes les interactions futures. Celui qui s'est battu pour entrer ne voudra pas partir facilement. Il a investi et protégera désormais son investissement. En fin de compte, en décomposant le mécanisme, nous réalisons ceci. L'effet du fruit défendu va bien au-delà de la simple séduction. Ce que nous analysons ici n'est pas seulement une tactique de séduction, mais un miroir d'une loi fondamentale sur la création de la valeur. Nous vivons dans une société qui prône la transparence, la vulnérabilité et l'accessibilité totale, tout en vénérant paradoxalement l'exclusif, le rare et l'inaccessible. Allons au-delà des relations amoureuses. Prenons l'exemple de l'économie du luxe.
Une marque comme Ferrari limite délibérément sa production. Même avec de l'argent, vous ne pouvez pas simplement acheter un de leurs modèles exclusifs. Il faut un historique d'achat, une approbation. Il crée une barrière artificielle. Hermès ne met pas ses sacs Birkin en vitrine, mais vous place sur une liste d'attente de plusieurs années. Ils ne vendent pas un produit, mais un statut à travers la rareté. Cela s'applique aussi à l'art, aux universités d'élite ou aux cercles sociaux fermés. La valeur ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans la difficulté d'accès. Transférons cette idée à nos propres vies. Cela signifie que votre plus grand capital n'est pas votre gentillesse ou votre empressement à plaire à tout le monde, mais votre capacité à établir et maintenir vos propres standards. La personne la plus attirante dans une pièce n'est pas celle qui essaie le plus fort d'être aimée, mais celle si absorbée par sa mission, si satisfaite de sa propre vie, que sa validation n'est même pas en discussion. Son temps est rare car elle le consacre à ce qui compte. Son énergie est limitée car elle ne la gaspille pas en futilité. L'erreur fondamentale est de croire que cette technique consiste à feindre l'inaccessibilité. La feinte est fragile. La véritable maîtrise, c'est être authentiquement précieux. Et la vraie valeur crée la rareté d'elle-même. Si vous avez des objectifs clairs, des passions qui vous animent et une forte estime de vous, vous n'avez ni le temps ni l'énergie de courir après ceux qui ne vous apprécient pas. Votre « nous ne devrions pas » devient authentique, car vous n'avez réellement pas de temps pour des drames inutiles ou des investissements tièdes. La séduction inversée cesse d'être une tactique pour devenir le symptôme de votre abondance intérieure. Cette prise de conscience mène à une conclusion inconfortable mais nécessaire sur la nature humaine. Peut-être sommes-nous programmés pour ressentir un certain degré d'insatisfaction. Peut-être le désir a-t-il besoin d'un obstacle pour exister. Cela soulève une question difficile pour les relations à long terme. Comment maintenir le désir une fois que l'interdit a disparu et que la commodité s'est installée? La réponse est que la dynamique doit évoluer. La tension de la conquête doit se transformer en une tension de croissance partagée. Mais pour allumer l'étincelle, pour captiver l'imagination dans un monde saturé de bruit, l'étincelle de l'interdit reste l'outil le plus efficace. Je vous invite à réfléchir à cela dans votre propre vie. Dans quel domaine donnez-vous votre valeur par peur du conflit, au travail, en amitié, dans vos relations? Combien de fois avez-vous choisi la voie facile et fini par vous sentir dévalorisé? L'effet du fruit défendu n'est pas une invitation à la manipulation cynique, mais un rappel que vous devez protéger votre bien le plus précieux, vous-même. Il ne s'agit pas de verrouiller la porte, mais de se rappeler qu'elle existe pour une raison, et que seuls ceux qui sont prêts à apprécier ce qu'elle protège devraient avoir le privilège d'y jeter un œil. Les gens ne valorisent pas ce qu'ils obtiennent facilement, car ils savent instinctivement que ce qui est facile à acquérir est aussi facile à remplacer. Nous voici au terme de ce voyage à travers les ombres du désir humain. Vous avez découvert la théorie, compris les mécanismes et exploré les implications éthiques. Une seule question demeure, et elle ne concerne pas la technique, mais vous. La connaissance sans action est vaine. Cette connaissance exige de vous une décision fondamentale, un choix entre deux peurs. La peur de ne pas être choisi si vous êtes trop accessible et la peur de la solitude si vous êtes trop sélectif. Nous avons passé la dernière demi-heure à démêler pourquoi la rareté crée de la valeur. Nous avons vu comment une résistance calculée attise l'obsession et maintenant, vous vous tenez face au miroir. Combien de fois avez-vous sacrifié vos propres standards par peur de la solitude? Combien de fois avez-vous offert votre intérêt, votre temps, votre énergie à des personnes qui n'avaient rien fait pour les mériter, espérant secrètement qu'un jour, elles reconnaîtraient miraculeusement votre valeur? Peut-être que le vrai problème ne réside pas dans la cruauté du monde ou la superficialité des rencontres modernes. Peut-être qu'il est en nous. Nous avons peut-être collectivement oublié que nous sommes les gardiens de notre propre valeur. Nous avons cru au récit selon lequel, pour être de bonnes personnes, nous devons être des livres ouverts, disponibles à tout moment, sans barrière. Mais ce faisant, nous avons inondé le marché de notre disponibilité et nous sommes tellement dévalorisés que nous sommes devenus invisibles. Voyez-le ainsi, blâmer les autres de ne pas apprécier ce qu'ils obtiennent gratuitement, c'est comme reprocher à l'eau de couler vers le bas. C'est dans sa nature. La nature humaine recherche l'efficacité, le chemin de moindre résistance. Si vous vous présentez comme ce chemin, ne soyez pas surpris d'être traité comme tel.
La responsabilité de créer la friction nécessaire pour générer de la valeur repose entièrement sur vous. La prochaine fois que vous ressentirez une connexion naissante, la prochaine fois que vous serez à la croisée des chemins entre être l'option facile ou le défi intrigant, demandez-vous: quelle histoire veux-je écrire? Veux-je être le prologue qu'on saute pour arriver au chapitre principal, ou le mystère central qui tient le lecteur éveillé toute la nuit? N'offrez pas votre monde sur un plateau d'argent. Les gens ne respectent pas ce qui est servi sans effort. Faites-leur sentir que c'est un privilège de conquérir ne serait-ce qu'un petit coin de votre univers. Non pas par arrogance ou manipulation, mais parce que votre univers est précieux, cultivé avec effort, protégé par des standards et réservé à ceux qui se montrent dignes d'en être les explorateurs. La véritable séduction ne consiste pas à convaincre quelqu'un de votre valeur, mais à créer l'espace dans lequel il ressent le besoin de prouver la sienne. Cette compréhension est la première étape pour réécrire le script de vos rencontres. L'attraction consciente ne consiste pas à mémoriser des phrases, mais à saisir la psychologie qui opère sous la surface. Si vous êtes prêt à cesser de simplement réagir aux circonstances pour commencer à les créer, si vous voulez arrêter d'être le jeu pour devenir le prix, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car dans chaque vidéo, nous révélons une nouvelle couche de la nature humaine. À bientôt pour la prochaine.